Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance Informagro. Je m'appelle Isabelle Tremblay-Rivard, je suis directrice du créneau d'excellence agro-boréale. Donc, enchantée si on ne se connaît pas. Puis bonjour à tout le monde que je connais qui sont en ligne, puis connectés avec nous aujourd'hui, où on va avoir une petite rétrospective de l'année 2022 et aussi les perspectives de l'année 2023 en compagnie de l'agence phare, donc Caroline Bouchard, qui représente phare aujourd'hui avec vous. Donc, sachez que les informations qui vous sont transmises aujourd'hui s'inscrivent dans l'intérieur d'un mandat que le créneau d'excellence a confié à faire pour la dernière année. On leur avait demandé de faire pour nous un bulletin de veille. On avait 4 bulletins de veille donc, qui ont pu être réalisés au cours de l'année 2022-2023. Donc, la rétrospective que vous allez voir est tirée de cette veille-là, tout comme les perspectives 2023 qui représentent le dernier bulletin de veille qui sera envoyé la semaine prochaine à tous nos membres. Donc, si vous souhaitez recevoir le bulletin, je vous invite à devenir membre chez nous. Vous allez en voir une synthèse aujourd'hui, mais pour avoir accès à tous les articles et tout le détail de l'information, il suffit de devenir membre chez nous. Pourquoi on parle de veille aujourd'hui, de veille stratégique? C'est quand même important là, quand on est dans le domaine des affaires, qu'on est dans le développement économique ou développement stratégique, d'appuyer les décisions et les plans d'action de nos organisations sur les contextes. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre environnement? Comment évoluent les contextes politiques, économiques, au niveau technologique, également légal, donc les lois, les politiques qui sont mises de l'avant pour être capable de voir de quelle façon ça peut venir affecter notre organisation, que ce soit de façon positive ou encore des fois que ce soit davantage vu comme des menaces pour pouvoir anticiper et prendre des décisions éclairées. Donc, d'où l'importance d'effectuer une veille. Et c'est dans ce domaine que se spécialisent les gens de chez Phare. Donc, sans plus tarder, Caroline, je vais céder l'écran et la parole afin que tu puisses nous présenter le résultat de cette veille donc, qui a été réalisée de manière assez large sur l'industrie agroalimentaire et les différents éléments qui sont susceptibles de venir l'affecter relativement à ce qui s'est passé dans la dernière année et qu'est-ce qu'on pense qui s'en vient dans la prochaine. Donc, tu peux ouvrir ta caméra, Caroline, qu'on puisse voir ta binette. Te voilà. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous. Je veux simplement m'assurer que vous voyez bien mon écran. Je suis sur différents écrans, donc je veux m'assurer que On vous voit le voyez très bien. bien. Excellent. Donc, merci beaucoup Isabelle pour cette belle présentation. C'est vraiment un plaisir depuis la dernière année, dans le fond, de faire de la veille avec vous et pour vous. Une petite introduction, en fait. Juste un petit instant. Juste pouvoir partager mon écran. Voilà, ça s'en vient, ça ne sera pas là. Qui sommes-nous chez Phare? Ben, nous sommes une équipe mixte de stratèges d'affaires et d'experts en veille stratégique. Ce qu'on fait, grosso modo, c'est on amène la bonne information à nos clients pour provoquer des discussions et les aider à avoir de meilleures décisions. On le voit en veille, il y a 3 enjeux principaux. On est dans un contexte international qui évolue excessivement vite, tant d'un point de vue réglementaire, technologique et commercial. Puis, c'est de plus en plus difficile de suivre de multitudes d'enjeux en simultané. Le contexte actuel, c'est un contexte de surinformation. Donc, il y a vraiment une perte de temps qui très considérable, puis surtout pour des petites équipes qui doivent suivre des tendances et des innovations en continu. Puis ce qu'on remarque aussi, c'est que 75% d'entre nous faisons de la veille, mais d'une façon dite informelle. C'est-à-dire, on va regarder le matin les différentes infolettes auxquelles on est abonné, mais on fait absolument rien de cette information-là, puis elle n'est pas colligée à l'intérieur des entreprises. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça représente de faibles probabilités de générer des actions tangibles. L'agenda aujourd'hui, en fait, va se passer en 6 temps. Dans un premier temps, on va faire une rétrospective 2022 sur 6 éléments qui ont touché le domaine agroalimentaire. Ensuite de ça, on va regarder quelques pistes de solutions qu'on a vues apparaître et qui se sont intensifiées en 2022. On va regarder par la suite les prix alimentaires au Canada en 2023, ça va ressembler à quoi?
Les perspectives 2023, 8 grandes tendances. On va regarder ça avec quoi les saveurs qui seront partout, puis celles qui devront avoir, que vous devriez avoir sous votre radar. Puis on va conclure avec 10 éléments clés pour 2023 à retenir. Comment? Les 6 éléments. On va débuter par le premier, qui est bien évidemment, malheureusement, le conflit en Ukraine et ses répercussions sur le prix alimentaire. Les conflits géopolitiques, dans le fond, ils peuvent avoir des incidences sur les prix alimentaires de plusieurs façons, notamment par des restrictions commerciales et d'exportation et par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à des zones de conflit. Le conflit actuel qui existe en Ukraine a eu pour effet particulier sur la production et l'approvisionnement de 3 produits de base majeurs, c'est-à-dire le blé, l'huile de tournesol et les engrais. Ce que ça fait, c'est que ça a créé des incertitudes quant à l'approvisionnement alimentaire mondial et ça a fait grimper les prix internationaux du blé et des céréales à des niveaux records. Ce qu'on a vu, c'est qu'en juillet 2022, les Nations unies ont négocié un accord avec la Russie et l'Ukraine pour garantir l'exportation sans entrave des céréales et de l'engrais vers les marchés internationaux par le biais de la mer Noire. Puis, la prolongation de cet accord en 2023 va influencer bien évidemment probablement le prix des aliments et des engrais. Le deuxième élément que j'aimerais qu'on a vu beaucoup en 2022 est l'inflation alimentaire. Ce qu'on a vu à ce niveau-là, on a vu un premier élément qui est l'accessibilité alimentaire et l'inflation cupide. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, au niveau de l'accessibilité alimentaire? On le voit, les consommateurs tentent d'économiser par plusieurs moyens lors de leur déplacement en épicerie. Le bilan fin 2022, publié par la Banque alimentaire du Canada, a montré que le recours aux banques alimentaires a augmenté au Canada de 15% l'année dernière, ce qui veut dire que l'accessibilité alimentaire présentement est un problème d'envergure nationale. Les Canadiens se confrontent à un manque d'accessibilité alimentaire en raison de la hausse des prix. Il y a un terme aussi qui est devenu un sujet important en 2022, c'est l'inflation cupide. Qu'est-ce que c'est l'inflation cupide? C'est une pratique qui consiste à profiter d'une période de forte inflation pour réaliser des profits excessifs aux dépens des consommateurs qui ont un choix limité en accès en matière d'achat alimentaire. C'est pour ça qu'en octobre dernier, le Bureau de la concurrence a annoncé une étude pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, la concurrence entre les épiceries. Cette étude-là va comprendre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de la production à la vente, au détail, au salaire. Bien qu'il n'y ait aucune preuve suggérant qu'il y ait des abus de la part des épiceries, près de 80% des Canadiens avancent qu'il y a des abus dans le système. Le deuxième point ici qu'on a vu, c'est toujours en octobre, c'est l'Obloc qui a annoncé un gel volontaire des prix de plus de 1500 produits de marque privée vendus dans tout le pays. Tout ça, ça va prendre fin à la fin de ce mois-ci, en janvier 23. Bien qu'il s'agisse d'une mesure qui soit temporaire, elle montre que l'industrie est consciente de la situation actuelle des prix alimentaires et qu'elle est sensible. La grippe aviaire, qui est probablement l'un des événements alimentaires les moins médiatisés de l'année, a fait grimper le prix de la volaille, de la viande, des œufs dans les épiceries. Puis, peu de gens le savent, mais au Canada, on ne produit pas nos propres laits maternisés ou poudre de bébé. On a une usine en Ontario, mais toute la production est faite en Chine. Puis, depuis le début du mois de mai, ce qui se passe, c'est que les parents de tout le pays se battent pour trouver des produits de lait maternisé. Mais encore une fois, un autre événement, cet événement-là, dans le fond, c'est ce que ça nous montre, c'est que on peut revenir rapidement vulnérable en tant que pays lorsqu'une seule usine aux États-Unis ferme.
Le troisième point que je voudrais, le troisième élément, dans le fond, qui a retenu notre attention en 2023, c'est au niveau du transport et des conséquences de la duraflaction. La duraflaction, pour ceux qui ne savent pas, c'est un nouveau terme qui est utilisé dans le domaine des épiceries pour décrire les problèmes qui sont engendrés dans la chaîne d'approvisionnement qui livrent au point de vente des aliments qui sont trop mûrs ou moins frais. Les facteurs qui sont susceptibles de contribuer à ça, c'est les problèmes. Au niveau de la chaîne d'approvisionnement, on peut penser à la pénurie de main-d'œuvre, les conditions météorologiques, les problèmes liés aux frontières ou tout autre élément susceptible de prolonger de manière réaliste les délais d'entreposage et de transport. Et une petite parenthèse est celui les différents blocus Chrystia Freeland, qui en sont des conséquences, dans le fond, de ce qu'il y a eu au niveau des frontières et qui a eu des répercussions du Canada aux États-Unis et peut-être donner aux Américains une excuse de plus pour soutenir leur politique America First. Un quatrième élément, en fait, qu'on a vu, c'est bien évidemment les répercussions des changements climatiques, l'expansion économique et l'accroissement démographique ont largement contribué à l'accélération des émissions de gaz à effet de serre, reconnues comme étant le principal facteur du réchauffement planétaire. À l'automne dernier, les légumes verts à feuilles sont soudainement devenus chers ici au Québec si on avait la chance d'en retrouver. La pénurie de laitue de l'année dernière au Canada était un autre exemple d'une façon dont les changements climatiques obligent le commerce alimentaire international à se redéfinir. Le cinquième élément, c'est au niveau des cyberattaques. L'année 2022 nous a rappelé que le cyberterrorisme est une menace réelle pour nos approvisionnements alimentaires. On a juste à penser à Sobeys et à les exemples de Maple Leaf Foods, qui ont tous deux été victimes de cyberattaques l'année dernière. Et il y a 2 ans, GBS Canada qui a payé une rançon de 11 millions de dollars. L'organisme Community Safety Knowledge Alliance a été mandaté par le gouvernement fédéral en mars 2021 pour évaluer le niveau de protection des entreprises agricoles. Puis, ce qu'elle a réalisé dans le cadre de cette étude-là, c'est que un grand nombre d'entreprises étaient vraiment vulnérables aux attaques. L'année dernière, on a vu, d'un point de vue québécois, le gouvernement québécois qui a modernisé la loi 25 sur la protection des renseignements personnels. Certains des nouveaux amendements de cette loi sont entrés en vigueur en septembre 2022, puis il y en a d'autres qui vont être exigés en 2023 et en 2024. Finalement, quelques réglementations qui ont retenu notre attention dans la dernière année. Il y a la nouvelle réglementation d'Ottawa sur l'étiquetage sur le devant des aliments. C'est une politique qui exige, dans le fond, des symboles nutritionnels sur le devant des emballages des aliments riches en gras saturés, en sucre et en sodium. C'est un concept qui va permettre d'obtenir des étiquettes claires et faciles à lire. Puis les fabricants, dans le fond, vont avoir jusqu'en janvier 2026 pour modifier l'étiquetage et de se conformer à cette nouvelle exigence. Le deuxième point, c'est le chaos au niveau des engrais. Le gouvernement, ce qu'on voit dans le fond, c'est que oui, le gouvernement Trudeau souhaite une réduction de 30% des émissions d'ici 2023, mais ça n'inclut pas nécessairement les engrais. Les producteurs y affirment que la réduction des émissions d'oxyde nitreux ne peuvent être atteintes sans réduire l'utilisation des engrais. Cette politique a été révélée l'année dernière. Ottawa veut une réduction absolue des émissions, indépendamment de la productivité ou de l'efficacité de l'utilisation des engrais. Puis, dans le fond, ça va être la capacité des agriculteurs à produire de nombreuses cultures qui sera gravement compromise à moins qu'ils n'utilisent davantage les terres.
Une autre réglementation du côté des États-Unis, mais qui pourrait avoir des influences ici au Canada, c'est l'approbation par la FDA de poulets cultivés en laboratoire. Une fois, dans le fond, que l'USDA aura donné son approbation, ben, le produit sera commercialisé aux États-Unis. Si on passe d'un point de vue environnemental au bien-être des animaux, cette technologie peut changer la donne dans l'avenir. Puis, ben, ce qu'on dit, c'est que peut-être, dans la littérature, ce qu'on dit, c'est que peut-être que le Canada serait justement le prochain pays qui aurait cette approbation-là. J'aimerais voir, Isabelle, suite à ces 6 éléments-là, est-ce qu'il y a certaines... Tu aurais le goût de réagir pour dire, ben, tu sais, concrètement sur le terrain, comment ça se passe pour les entreprises? C'est quoi les échos par rapport à ces 6 éléments-là qui ont eu des répercussions en 2022? Bien, c'est sûr que la question de la hausse du coût des intrants, elle se répercute là, chez les entreprises agroalimentaires, que ce soit en agriculture ou au niveau des fabricants, là, au niveau de la transformation, parce que la hausse du prix des intrants fait en sorte d'entraîner une hausse des coûts de production. Donc, ce qui est important, je crois, c'est de sans cesse ajuster son coût de revient, connaître c'est quoi l'impact de cette hausse-là sur son coût de revient pour agir encore là à essayer de réduire ses coûts ou encore ajuster ses prix de vente. On sait que c'est complexe aussi la relation entre l'industrie du détail versus la possibilité d'augmenter ses prix sans nécessairement venir augmenter les marges. C'est ça en plus le gros enjeu ici, c'est que les marges diminuent malgré cette hausse de prix-là qui se répercute jusque dans le panier d'épicerie du consommateur. Donc, la grande inflation qu'on a vue dans la dernière année au niveau des prix de l'alimentation, du prix des aliments, risque pas de s'essouffler. Là, on le voit, il n'y a pas de signaux de ralentissement à l'heure actuelle au niveau de l'inflation alimentaire. On voit du ralentissement dans d'autres éléments de l'inflation, d'autres composantes, notamment au niveau du coût des transports. Et ça aussi, c'est venu affecter, là, je crois, beaucoup la hausse des coûts au niveau des entreprises, l'augmentation du coût de l'énergie. Là, en ce moment, on voit là, que ça revient à des niveaux plus acceptables, mais pas suffisamment pour que ça se répercute sur le prix des aliments et le prix des intrants. Donc, je crois que principalement dans la région, et c'est pas spécifique à la région, là, globalement dans l'industrie agroalimentaire, clairement que ces éléments-là sont affectés. Puis c'est sûr que les changements réglementaires sont importants à venir intégrer dans ces stratégies de la prochaine année, notamment au niveau de la réglementation de l'étiquetage. C'est pas demain la veille l'obligation de se conformer. On a encore un petit sursis. Il faut pas attendre à la dernière minute. Il faut déjà réfléchir à des stratégies, puis pas le voir juste comme une contrainte réglementaire, mais peut-être le voir comme une opportunité de positionner une offre qui correspond à une offre qui est santé. Donc, pour aller se positionner sur des marchés qui sont en croissance. C'est très bien dit. Ça m'amène à parler aux pistes de solutions ou aux pistes de développement. Parce que pour les pistes de solutions, j'en ai sélectionné 4. Il y aurait pu y en avoir beaucoup d'autres, mais j'ai essayé de me restreindre à ces 4-là. La première, en fait, étant l'autonomie alimentaire. Et pour illustrer le tout, je vais vous faire 2 citations. La première venant de Mme Isabelle Roy d'Aliments Québec. Promouvoir et faire rayonner les produits d'ici est l'une des thématiques principales que l'on a réellement vu émerger en 2022. La résilience de l'industrie prend tout son sens dans l'autonomie alimentaire. Ma deuxième citation vient de Lionel Levac. Donner les moyens à nos producteurs, transformateurs et distributeurs du Québec de briller en produisant à nos consommateurs des produits d'ici dynamise notre économie tout en s'inscrivant dans les exigences écologiques devenues essentielles. La deuxième solution réside dans l'automatisation et les agtech. Alors que la pénurie de main-d'œuvre et d'autres enjeux se multiplient,
les AgTech s'inscrivent comme une solution durable en tout point. En déconstruisant les idées reçues autour du coût des technologies, des joueurs comme la zone AgTech dans la Naudière lèvent peu à peu les freins à leur adoption. Puis cette tendance-là à l'automatisation, à l'utilisation des AgTech, elle va s'accentuer pour plusieurs raisons. On n'a qu'à penser, puis on en a parlé tout à l'heure, les pressions croissantes en faveur de l'autonomie alimentaire et de la substitution des importations dans le secteur agro, aux transformations importantes des caractéristiques de la demande et de la popularisation des produits bio, ainsi que le prêt à manger livrable à domicile. On l'a vu tout à l'heure, à la forte inflation affectant les prix des denrées alimentaires qui entraîne un impératif de productivité qui est accru, puis bien évidemment au progrès important qui reste à accomplir en matière de réduction des emballages et des déchets, ainsi qu'en matière de valorisation, réutilisation des résidus. Un fait intéressant, les données disponibles indiquent que même que l'industrie québécoise de la fabrication des aliments est parmi les plus avancées au monde au niveau de l'intelligence artificielle. Un bel exemple d'une entreprise québécoise est Ferme d'hiver qui se spécialise en agrotechnologie. Le troisième point, dans le fond, que je voulais vous mentionner, c'est le Québec. C'est un terrain d'innovation. Notre capacité d'innovation s'illustre tant à travers des produits nouveaux et originaux que dans des technologies de pointe et des méthodologies agricoles étudiées ici même au Québec. Puis, on ne se cachera pas, notre situation climatique unique encourage la recherche et le développement à de réelles prouesses qui nous placent sur la scène mondiale en matière de sériculture notamment. Dans la dernière année, il y a eu des investissements records de la part d'entreprises spécialisées en culture de serre, ce qui témoigne, dans le fond, l'engouement autour des projets basés sur des circuits courts, offrant des produits frais et savoureux aux consommateurs du Québec et des régions environnantes. C'est toujours dans une perspective de dimension locale. Le développement de fermes verticales permet aux cultures urbaines de gagner du terrain dans les villes. La COP 25, on l'a vu, il y a 23 objectifs, dont 4 qui pourraient concerner les entreprises de transformation alimentaire. L'objectif 3, l'eau, les pesticides, l'objectif 7, l'objectif 15, les entreprises et l'objectif 16, le gaspillage alimentaire. Il y a des programmes qui sont offerts présentement dans une perspective de protection de l'environnement et de pratiques plus durables. Le MAPAC, d'ailleurs, élargit son programme de rétribution agro-environnementale en février cette année. Et le fédéral mise également à une agriculture qui est durable. Le marché du carbone offre aussi certaines opportunités pour les producteurs. Le but recherché tourne vraiment autour des mêmes objectifs, soit d'améliorer la santé des sols, la qualité de l'air, la faune, la flore et la capacité du système à faire face au changement climatique. Isabelle, ici, face à ces 4 points d'opportunité de solutions, est-ce qu'il y a des choses que tu vois en région qui peuvent justement mettre l'emphase sur celle-ci? Moi, je crois que la région est bien positionnée pour saisir ces opportunités de pistes de solutions que tu nommes, Caroline. Quand on parle d'autonomie alimentaire, il y a une stratégie d'autonomie alimentaire qui est portée par le comité Boré, donc pour améliorer, développer des projets, soutenir des projets qui contribuent à l'amélioration de l'autonomie alimentaire, mais tout ça dans une perspective d'un système alimentaire qui est plus durable. Donc, encore là, je crois que la région est bien positionnée en termes d'agriculture durable, de développement durable. On a des belles initiatives à travers ce que le Centre québécois de développement durable propose via PME Durable 02, beaucoup d'accompagnement pour que les entreprises puissent adopter des bonnes pratiques de développement durable, des outils aussi pour évaluer ces pratiques, les améliorer et aussi les mettre en valeur à travers l'activateur. Donc, si c'est des choses qui
vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. On va pouvoir vous référer vers ces outils, ces projets, ces approches d'accompagnement. Mais clairement que je crois que déjà, il y a des choses régionalement parlant qui sont très cohérentes et pertinentes en lien avec les éléments que tu soulèves ici. Puis, il faut continuer dans le même sens, puis on voit que ça tend à s'en aller dans la même direction. Totalement. On voit qu'il y a beaucoup d'engagement, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives. Donc, c'était aussi ça que je voulais mettre, je voulais mettre à la lumière, en fait, de dire, ben, ces 4 solutions-là, il y a plein de petites initiatives, il y a plein de choses qui existent. Profitez-en. Les prix alimentaires au Canada en 2023. En fait, je vais vous présenter ici un petit peu d'informations, je dirais, macroéconomiques, seulement pour vous... puis c'est un tableau, en fait, qui a été créé par des recherches de 3 universités, dont l'Université de Dalhousie au Canada, qui permettent de voir, ben, c'est quoi les facteurs macroéconomiques des prix alimentaires au Canada, puis c'est quoi qui pourrait les influencer. Ce qu'on s'attend, dans le fond, c'est qu'en 2023, on s'attend à ce que les Canadiens continuent de ressentir l'effet des fortes inflations des prix alimentaires. Tout à l'heure, Isabelle l'a mentionné, ça ne changera pas, ça va continuer. Il y a aussi et que l'insécurité alimentaire et l'accessibilité financière demeurent des problèmes importants en raison des hausses des prix des aliments. Puis les effets des changements climatiques, des coûts de transport plus élevés en raison de la hausse des prix du pétrole, ben, vont malheureusement se poursuivre encore. Qu'est-ce que ça veut dire en termes des prévisions de prix alimentaires dans les différentes catégories? Ben, on le voit, il va y avoir, on estime qu'il va y avoir une augmentation totale des prix des aliments entre 5 et 7 %, un petit peu plus pour les légumes, entre 6 et 8 %. Maintenant, allons au niveau des 8 grandes tendances. En fait, puis j'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais j'ai voulu capter certaines d'entre elles qui, sous différentes perspectives, sont importantes à prendre en considération dans le cadre de vos entreprises à différents niveaux. On peut voir la première, en fait, qui est la présentation de la génération alpha. Celle qui est née en 2010 et 2024, ben, les plus vieux, la génération alpha, ils entrent tout juste dans l'adolescence. Puis c'est important de les considérer lorsque de votre création de produits parce qu'ils ont vraiment une influence d'achat sur les achats de leur famille. Il ne faut pas oublier, cette génération-là est née avec les technologies. Donc, elle veut de l'information, elle veut des médias sociaux et ben, elle est diversifiée dans ce qu'elle recherche comme type de besoin. 2023, l'année où l'intelligence artificielle change tout. L'intelligence artificielle progresse rapidement et aura un impact énorme sur l'industrie alimentaire. Feedstuff, c'est une revue américaine, indique que les dépenses en technologie et systèmes connectés en agriculture devraient tripler d'ici 2050 et que l'intelligence artificielle, et que pour l'intelligence artificielle, les dépenses estimées pourraient croître à un rythme annuel de 25,5 % entre 2020 et 2026 pour atteindre 4 milliards de dollars. J'avais le goût de vous donner quelques exemples d'utilisation présente qui vont être pas mal plus exponentielles en 2023. Il y a une plateforme qui s'appelle DALL-E 2 qui permet de donner immédiatement vie à n'importe quel plat ou produit imaginable. J'ai voulu l'explorer dans le cadre de cette présentation-ci aujourd'hui en créant l'ensemble des images que vous pouvez voir dans ma présentation à l'aide de cette plateforme-là. Ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai déterminé un style que je souhaitais
et j'ai simplement inscrit les mots reliés à la section de la présentation pour générer les images. Ensuite, on l'a vu chez Google, ils utilisent l'intelligence artificielle pour prédire et détecter les inondations, les incendies, forêts, ce qui permet à Google d'avertir les personnes potentiellement touchées, notamment les agriculteurs et les vignobles. Il y a une entreprise qui fait quelque chose d'intéressant dans le domaine de la viande végétale qui s'appelle Notco. Elle utilise l'intelligence artificielle pour modifier les recettes en réponse aux défis de la chaîne d'approvisionnement. Puis, vous l'avez sûrement vu, le tracteur 8R de John Deere, qui est entièrement autonome. John Deere utilise, dans le fond, l'intelligence artificielle pour naviguer, labourer et planter les cultures. La troisième tendance, est-ce que ces tendances-ci sont mortes? Les viandes à base de plantes, la crypto-monnaie, les métavers, les cuisines fantômes. C'est des choses qu'on a beaucoup entendu parler, qui ont été beaucoup médiatisées, dans le fond, en 2022. Est-ce que ça a été surestimé? Pour la plupart d'entre elles, elles vont se heurter à une partie naturelle du processus des tendances. Les mauvaises idées vont disparaître, les bonnes vont rester. À titre d'exemple, les viandes à base de plantes, selon une étude, 40% des consommateurs prévoient l'acheter en 2023. Fait que c'est une tendance qui va rester. On parle souvent de lieux. Il y a une troisième place, un endroit au-delà de la maison et du travail. Vous le savez, nous, les humains, on est des créatures sociales, puis on n'a plus que jamais besoin d'un troisième lieu pour se rassembler. Donc, ce qu'on va voir apparaître, c'est une nouvelle génération de restaurants. On le voit quand même de plus en plus ici à Montréal, et de commerces de détail et de concepts de restaurants qui peuvent répondre à des besoins d'un lieu pour aller travailler, pour sortir avec des amis, pour s'engager dans la communauté, puis s'amuser en famille. Soyons bizarres. Après quelques années de silence ou de sérieux ou de réflexion, malheureusement dû à la pandémie, il est temps de revenir à un peu bizarre, à un peu ludique. Ce que les consommateurs recherchent, c'est des marques authentiques, qui signifie souvent qu'il faut se démarquer et qu'il faut prendre des risques. Il ne faut pas hésiter à prendre des risques, en fait. Créer une meilleure arrière-maison, ça veut dire, dans vos processus, concrètement, considérer chaque aspect du travail, que ce soit au niveau de la rémunération, de la conception de vos produits, de la manière que votre usine est faite, en passant par la santé mentale et le bien-être. La 7e tendance, le vidéo a tué Instagram. Ici, dans le fond, c'est simplement pour illustrer que la vidéo va être encore plus présente dans le secteur alimentaire, puis vous allez voir de plus en plus de vidéos TikTok utilisées par les entreprises pour que ce soit présenter des plats ou des produits en cours de production. Et la dernière tendance que je souhaitais vous mentionner, en fait, c'est l'agriculture régénérative. L'agriculture régénérative consiste à une approche un peu plus holistique qui met en relation la santé des sols et la durabilité globale. C'est quelque chose qui va être de plus en plus présent dans les médias, de plus en plus présent dans les produits et sur les menus en 2023. D'ailleurs, une section complète du prochain bulletin, du bulletin que vous allez recevoir d'ici peu, y est consacrée. On parle entre autres de Sébastien Anger, qui a décidé de délaisser le bio pour promouvoir l'agriculture régénérative. L'agriculteur, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a co-organisé une journée d'initiation de réflexion stratégique le 2 décembre dernier, qui a réuni une quarantaine de personnes, incluant des producteurs et des transformateurs, pour voir qu'est-ce qui va se passer au niveau du Québec à ce niveau-là, comment ça va se définir. Je ne sais pas, Isabelle, est-ce que tu aurais le goût
comment je pourrais dire, de rebondir sur ces 8 perspectives du futur qui est là. Ben, je vais pas y aller de façon précise, je vais peut-être y aller de façon plus large en mentionnant que chacune de ces tendances-là, puis il y en a probablement d'autres aussi qui vont ressortir de la veille puis du bulletin qui va vous être transmis. Puis de votre veille personnelle et individuelle aussi, là, comme entrepreneur, faut vraiment voir l'importance de pouvoir les utiliser comme des leviers d'innovation, comme autant d'opportunités qui sont à saisir. Donc, l'important n'est pas de toutes les intégrer à travers votre offre, c'est de voir lesquelles parmi celles-ci ont un fit avec votre entreprise, donc ont un fit avec votre offre actuelle, avec votre capacité à les saisir aux compétences que vous avez à l'interne puis aux ressources que vous avez disponibles. Donc, c'est important, je crois, de faire une analyse de ces tendances-là constamment, puis de venir voir comment elles vont évoluer aussi dans le temps, là. Il y a beaucoup de sources de données statistiques qui permettent justement de faire un topo de l'évolution d'une tendance, comment elle va se comporter dans le futur aussi. Mais toujours ramener ça avec le fit avec l'entreprise, avec sa gamme de produits actuels, avec son réseau de distribution aussi. Des fois, c'est pas toujours cohérent là, par rapport à votre capacité à distribuer un produit qui répondrait à l'une ou l'autre de ces tendances-là. Puis finalement, d'analyser est-ce que finalement, il y a un risque de ne pas saisir cette tendance-là pour vous? Ou encore, ben, est-ce que, au contraire, c'est une opportunité qu'on se doit absolument de venir saisir? Donc, go ou no go avec la tendance. Puis après ça, on retombe avec les outils habituels de développement de projet. Il faut retourner quand même faire son analyse de la clientèle, son analyse de marché, faire son analyse de viabilité du projet, mais de partir d'une tendance, faire une analyse constante des tendances qui sont en lien avec votre secteur, qui peuvent venir affecter votre offre de produits d'une façon positive ou négative si vous ne la saisissez pas. Puis voir aussi comment des joueurs de votre industrie utilisent ces tendances-là. Ça peut être super intéressant d'un point de vue de veille concurrentielle. Regardez, est-ce qu'il y a des nouveaux joueurs qui se positionnent à travers cette tendance-là? Comment qu'ils font? Qui sont-ils? Qu'est-ce que ça donne? Puis regardez les gros joueurs aussi dans votre secteur d'activité. Est-ce qu'ils vont utiliser cette tendance-là eux aussi? Puis de quelle façon? Et que ça peut vous donner aussi une idée de l'importance que cette tendance-là va prendre dans votre secteur, dans votre catégorie, pour voir est-ce que c'est pertinent ou pas pour vous dans votre contexte. Donc, c'est ce que j'aurais à dire. C'est pas en lien directement avec les tendances que tu nous as présentées, mais c'est comment on les utilise, ces tendances-là, après ça, pour les intégrer dans ces stratégies. Totalement dit, si ça donne une longueur, ça permet d'amener des perspectives, ça permet de se poser des questions pour par la suite se dire est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Comment je peux en bénéficier? Donc, ça apporte la question finalement en interne. Ici, pour les perspectives 2023, les saveurs qui seront partout et celles que vous devez avoir sous votre radar, je vous avertis, il y a plusieurs saveurs, il y a plusieurs produits qui sont très exotiques, qui sont peut-être pas pour le Québec, mais qui seront fort probablement en demande par les consommateurs pour tester des nouvelles approches ou des nouvelles saveurs. Ici, les 10 saveurs d'ingrédients qui sont partout, ben, on parle de yuzu, on parle d'érable épicé, on parle de hube, on parle de champignons, de birria, de sauce matcha, de soju, de London Frog. Donc, vous voyez, c'est toutes des choses qu'on a déjà entendu parler ou qu'on sait qui existent. Il y en a certaines qui sont peut-être plus applicables pour le Québec, comme des produits en lien avec l'érable, des produits en lien avec les champignons, à voir. Ici, à voir sous votre radar, ça, c'est ce qui s'en vient, mais dans une plus longue perspective. Il y a le tahini noir, il y a les fraises marinées, le granola savoureux, le café blanc, le cannabis de niveau supérieur. On va voir de plus en plus des MSG. Ça, c'est des poudres qui rajoutent de la saveur dans les aliments et l'éclair de cerisier, pour ne nommer que ces exemples-là. Isabelle, je ne sais pas si tu voudrais réagir par rapport à ces saveurs qui sont extrêmement exotiques et peut-être pas applicables à ce qui se passe
présentement, mais tu sais, quand tu vois ce genre de choses-là, ou quand tu vas dans des foires commerciales, puis que tu vois qu'on te présente ces 10 saveurs-là, comment tu réagis? Ben, en fait, là, il y en a plusieurs là-dedans, je sais même pas c'est quoi, là. Tu sais, du flou à la châtaigne, aucune idée qu'est-ce que c'est. Mais je crois que ce qui se traduit de ça, c'est la curiosité du consommateur pour la découverte. Je pense que c'est ça qui est à retenir. Fait que faut pas hésiter, je crois, à innover aussi de ce côté-là, à offrir des saveurs qui sortent de l'ordinaire, qui sont peut-être moins connues, mais qui vont répondre à ce besoin-là d'exotisme, de découverte, de curiosité. Parce que même si je sais pas c'est quoi, je verrais ça, puis ça m'intriguerait, puis je voudrais voir c'est quoi que ça goûte, cette patente-là. Parce que je suis une foodie à la base, avant d'être quelqu'un qui travaille dans le domaine agroalimentaire, je suis quelqu'un qui aime l'agroalimentaire, qui aime découvrir des choses. Il y a beaucoup de gens qui correspondent à ce profil-là. Et beaucoup dans des produits à plus haute valeur ajoutée, des produits de niche, des produits qui sont destinés à un marché un petit peu plus supérieur. Ben, qu'est-ce qui va justifier plus-value? Ça peut, dans certains cas, être ça. Une saveur différente, distincte, qui est complètement nouvelle, puis qui va répondre à ce besoin-là d'exotisme. Donc, ça justifie des fois un prix plus élevé pour un produit. Mais je n'ai pas grand réaction à avoir par rapport à ces saveurs-là, qui sont celles du moment et qui vont être quelque chose d'autre dans 6 mois. Et je pense que j'avais vu aussi là, beaucoup la saveur cornichon à la nette là, qui revient Oui, beaucoup dans la effectivement. veille comme étant la saveur bien populaire. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter dans vos gammes, une saveur qui est nouvelle, là, mais qui est connue, c'est peut-être celle-là qui va être bien populaire dans la prochaine année. Bien dit, mais il ne faut pas oublier, tu sais, tout à l'heure, je vous ai parlé de la génération alpha. C'est une, ré- c'est une- c'est des gens qui sont extrêmement curieux, qui sont avides de tout ce qui se passe, des nouvelles tendances, et qui veulent une diversité incroyable de produits. Fait que, tu sais, ça va aussi en lien avec qu'est-ce que tu dis, Isabelle, ici. On est rendu à la portion, je dirais, conclusion. Il y a 10 éléments. Dans tout ce que j'ai regardé à travers la veille des derniers mois, il y a 10 perspectives clés pour 2023 que j'aimerais partager avec vous à prendre en considération. 2023, il faut s'attendre à l'inattendu, c'est-à-dire les entreprises vont devoir continuer à créer des organisations souples capables de s'adapter et de réagir rapidement aux changements. La veille est une bonne façon de le faire, d'être beaucoup plus proactif au lieu de réagir à la tempête de quelque chose, d'essayer de la voir venir et de bien poser des questions et d'adapter ses stratégies. Bien, tout le monde pense à une récession, puis Isabelle l'a mentionné en tout début, on est dans un avenir incertain, il y a plusieurs indicateurs contradictoires, donc restez aux aguets à ce niveau-là. La sécurité et l'accessibilité alimentaire, ben, on l'a vu, continuera d'être une préoccupation pour beaucoup de gens en 2023, car les prix prévus pour les aliments vont augmenter. Il y a une pression qui continue sur les intrants et les produits de base. Donc, la chaîne d'approvisionnement mondiale a été affectée par plusieurs facteurs et va continuer et a connu des augmentations de prix sans précédent pour de nombreux produits de base et des denrées alimentaires. Cette situation-là, ben, elle semble se vouloir, si on l'a vu en 2022, ben, ça semble vouloir se poursuivre en 2023. Les technologies vont aider les entreprises à survivre. Donc, n'hésitez pas, les investissements technologiques vont être rentables sur le long terme pour votre entreprise. Je l'ai dit tout à l'heure à la blague, mais cette année, c'est l'année où l'intelligence artificielle va tout changer. Donc, ça progresse rapidement. Puis il y a vraiment des impacts énormes sur l'industrie agroalimentaire. Comme que je pense qu'Isabelle l'a mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui, ben, l'innovation, c'est essentiel. Les consommateurs, ce qu'ils veulent, c'est des produits, des saveurs nouvelles et excitantes. Puis, ben, on peut en tirer une leçon de ce qui s'est passé en 2008 en se disant de ne pas nous refermer sur des prix bas,
et des repas de base. Les gens veulent quelque chose qui sort de l'attendu. Le développement durable, ben, alors que, il y a peut-être, pendant la pandémie, il y a eu une petite pause, les consommateurs, ils ont peut-être donné une petite pause aux entreprises. Maintenant, ce qu'elles veulent, ben, c'est vraiment des marques qui utilisent des emballages durables, de limiter, de voir qu'on limite le gaspillage alimentaire, qu'il y a des matières. Puis d'une manière générale, ben, que les produits qu'ils consomment, ben, les entreprises derrière prennent des décisions positives en matière d'environnement. Puis comme que je le disais tout à l'heure, ben, il y a l'agriculture régénératrice qui se développe et qui va se voir de plus en plus. Petit aparté ici, il y a de ça un an, je faisais beaucoup de veille à ce niveau-là pour un de nos clients. Il y avait très peu d'informations et je dirais que depuis peut-être, depuis quelques mois, en fait, on voit qu'il y a vraiment une tendance et qu'il y a beaucoup plus d'informations et que les sources fiables en agro en parlent de plus en plus. Donc, c'est quelque chose qui va revenir et qu'on va voir vraiment de plus en plus. Ça conclut ma présentation. Je serais curieuse de voir, Isabelle, toi, parmi ces 10 éléments-là, puis je suis curieuse aussi pour les autres personnes qui sont ici avec nous aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qu'ils retiennent, qu'est-ce que tu retiens en fait de tout ça? Mon Dieu, c'est difficile de choisir. Je trouve ça bien difficile de dire qu'est-ce que je trouve qui ressort le plus. Mais moi, ce que je retiens globalement, c'est encore là la nécessité puis l'importance d'investir et d'innover pour rester viable, pour être capable d'améliorer son positionnement à travers tout ce qui se passe, autant d'un point de vue contexte qui vient affecter la rentabilité des entreprises, qu'on parle d'inflation, qu'on parle de coûts des intrants qui sont en augmentation, qu'on parle aussi pour pouvoir saisir des opportunités, c'est-à-dire d'innover, d'investir en innovation pour être capable de diversifier son offre, d'améliorer son offre, répondre à des besoins qui sont là au niveau du consommateur et du marché. Parce que pourquoi on le fait? C'est toujours parce qu'il y a une opportunité qui est là, parce que c'est la demande qui guide l'offre et non l'inverse. Donc, voir, anticiper comment la demande va évoluer va permettre d'anticiper puis d'ajuster le développement de votre offre, que ce soit en lien avec des saveurs, avec des attentes du consommateur vis-à-vis d'un achat plus responsable. Donc, toutes les notions liées au développement durable, la question d'achat de proximité, donc d'où l'intérêt d'avoir une autonomie alimentaire. C'est tout interrelié. La technologie est là aussi. C'est beaucoup ce qu'on voit. On a un retard au Québec, on a un retard dans notre secteur d'activité. Donc, c'est important d'opérer cette transformation numérique-là. Tu sais, quand on parle de transformation numérique, ça a plusieurs visages. Ça prend la forme, oui, d'automatiser ces procédés, ces processus, d'utiliser davantage d'outils technologiques au niveau de la numérisation de ces données pour utiliser ces données-là pour améliorer ses performances. Mais ça peut passer par plein d'autres éléments. La technologie est là pour aider puis faciliter la chose et entre autres pallier aussi aux défis de main-d'œuvre qu'on vit tous. Donc, importance d'innover, d'investir, c'est interrelié. On a un petit retard encore là dans la région. En particulier, là, je sors d'une rencontre avec les gens du Conseil d'innovation du Québec qui nous ont présenté des données sur l'investissement régional en matière d'innovation. Puis, il est certain qu'on n'est pas très bien positionné au Québec en général et c'est très fortement interrelié l'investissement qu'on va faire au niveau de la numérisation, au niveau de l'innovation versus l'augmentation du chiffre d'affaires, la croissance du PIB dans un secteur d'activité. Donc, le message que je vais en retenir, c'est utiliser ces informations de veille-là, ces informations de contexte pour les intégrer dans vos stratégies puis vos planifications et voir de quelle façon ça peut venir affecter votre entreprise puis vous permettre d'avoir une croissance dans les prochaines années. On a une question aussi, Caroline, dans le chat que j'aimerais t'adresser en lien avec l'agriculture régénérative, régénératrice, les deux termes s'utilisent. Donc, on demande s'il y a une certification qui est en place en ce moment pour encadrer
l'agriculture régénérative. Moi, à ma connaissance, il n'y en a pas présentement. C'est plus un levier marketing qui est utilisé, mais qui s'appuie sur des bonnes pratiques qui sont, elles, reconnues. Puis, c'est aussi mentionné dans la question, à savoir si c'est un virage de discours de l'industrie pour un peu justifier l'utilisation d'intrants de synthèse au niveau de la production versus la production biologique, la régie biologique, qui, elle, est davantage encadrée et se concentre beaucoup sur l'absence d'utilisation d'intrants de synthèse. Donc, comment vois-tu ça, Caroline? Ben, c'est très intéressant parce que dans l'article, justement, sur Sébastien Anger, justement, il expliquait, parce que, tu sais, il est passé de délaisser le bio pour aller vers ce type de pratique-là. Puis, il expliquait, parce que, tu sais, il expliquait qu'il y avait une certaine... qui était un peu tanné, tu sais, de la bipolarité, ceux qui sont bio et ceux qui ne le sont pas. Puis, en se disant, mais il y a peut-être quelque chose entre les deux qui serait un bon compromis puis qui serait quelque chose de sain. C'est d'ailleurs pour ça que le 2 décembre, il a réuni une quarantaine d'acteurs pour se pencher pour voir, OK, on le sait qu'il n'y a pas de certification présentement, mais qu'est-ce qu'on pourrait se doter comme cadre pour encadrer cette chose-là, puis peut-être que ça deviendra quelque chose plus tard, mais il est encore trop tôt. Ben, en tout cas, de mes lectures, de ce que j'ai vu au niveau de la veille, il est encore trop tôt pour dire qu'il va y avoir un cadre rigide. Bien, de ce que j'ai compris des échanges que j'ai pu avoir moi-même avec Sébastien Anger, qui, soit dit en passant, est une personne très inspirante, la notion d'agriculture régénérative est beaucoup intrinsèque aux valeurs de production. Donc, une personne veut véhiculer à travers son offre de produits, mais à travers aussi ses pratiques. Donc, le bio, c'est une chose, c'est une certification, mais de plus en plus, on voit de grandes entreprises aussi s'accaparer la certification biologique pour se positionner sur ces créneaux-là qui sont en très forte croissance. Donc, c'est un peu un retour du balancier puis une réponse à la grande industrie qui se dirige vers le bio, qu'il y ait ce retour-là sur les fondements liés à une agriculture qui est saine pour la santé, mais saine aussi pour l'environnement et les sols et pour la viabilité de l'entreprise. Parce que c'est quoi la richesse d'une entreprise? C'est ses sols. Donc, de ce que j'ai, moi, retenu des échanges que j'ai eus avec Sébastien, je ne crois pas que ce soit une question de venir se donner le droit d'utiliser des intrants de synthèse si c'est pas en cohérence avec ces valeurs-là, puis ce désir, puis cette volonté-là d'assurer une saine gestion de ses ressources à la ferme. Donc, puis Ben, le bio n'égale pas durable hein, aussi. Hein. C'est ça aussi qu'il faut se ramener. Le bio, c'est un cahier de charge qui encadre ce que tu peux, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, mais c'est pas forcément lié avec une agriculture qui va être durable forcément. Il y a des facteurs qui sont liés et qui contribuent, mais c'est pas nécessairement corrélé systématiquement. C'est très intéressant. Puis d'ailleurs, dans ce que je pourrais dire en complément avec ça, ben, ce que je pourrais dire en complément, dans le fond, c'est vraiment il y a d'ailleurs un article dans le bulletin de veille qui est en lien avec qu'est-ce qu'à la COP, comment ils ont discuté de ce type d'agriculture-là, puis comment ils voient que c'est probablement ou que c'est possiblement la solution saine, qui est une approche beaucoup plus holistique. Tu en as parlé par rapport à la culture, par rapport à prendre soin de ne pas surexploiter la terre. Ben, c'est un peu en lien avec ça que à la COP, en fait, il y avait de l'intérêt. Puis on se posait beaucoup de questions à savoir est-ce que c'est ça le futur? Là, ce que je vois au niveau de la veille, c'est qu'il y a un engouement, il y a un questionnement, il y a de plus en plus d'informations, il y a de plus en plus de gens qui veulent prendre part à ce mouvement-là. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis de l'avant dans cette veille-ci pour justement vous amener à réfléchir à ce niveau-là. Où est-ce que vous vous situez dans ce range-là? Il n'y a pas d'autres questions. Ça complète, je crois, notre séance Informagro d'aujourd'hui, qui, j'espère,
a reçu apporter des éléments de réflexion, des informations pertinentes aux personnes qui étaient avec nous dans le Zoom, mais aussi aux personnes qui étaient en direct sur Facebook. Il y en avait quand même quelques-uns. Je vous remercie à tous de votre participation. La diffusion de l'activité va être également disponible sur notre site web. J'en profite pour vous inviter à consulter notre programmation Informagro pour les prochains mois. On a quelques activités déjà prévues, là, dont en février avec Aliments du Québec et en mars avec Axelis. Donc, vous pourrez aller voir les sujets de ces présentations et vous y inscrire. C'est toujours gratuit pour pouvoir le faire. Vous pouvez également consulter les anciennes séances Informagro sur notre site web, mais également sur le site de Informafaire, notre partenaire qu'on remercie encore une fois pour participer à ces séances avec nous, participer à leur diffusion. Donc, je finis le tout en remerciant Caroline. Merci beaucoup pour la veille qui a été réalisée dans la dernière année avec nous. J'espère qu'elle sera bénéfique pour les gens qui y ont accès. Sachez qu'on va vous faire parvenir le bulletin de veille pour nos membres au courant de la semaine prochaine. Donc, merci à tous, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée. Merci beaucoup.